Pourquoi les droits féodaux étaient devenus plus odieux au peuple en France que partout ailleurs. La Révolution, dont l'objet propre était d'abolir partout le reste des institutions du Moyen Âge, n'a pas éclaté dans les contrées où ces institutions, mieux conservées, faisaient le plus sentir au peuple leur gêne et leur rigueur, mais au contraire dans celles où elles les lui faisaient sentir le moins, de telle sorte que leur joug apparut le plus insupportable là où il était en réalité le moins lourd. Dans presque aucune partie de l'Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, le servage n'était encore complètement aboli, et dans la plupart, le peuple demeurait positivement attaché à la glèbe, comme au Moyen Âge. Presque tous les soldats qui composaient les armées de Frédéric II et de Marie-Thérèse ont été de véritables serfs. Dans la plupart des États d'Allemagne en 1788, le paysan ne peut quitter la seigneurie, et s'il la quitte, on peut le poursuivre partout où il se trouve et l'y ramener de force. Il y est soumis à la justice dominicale, qui surveille la vie privée et punit son intempérance et sa paresse. Il ne peut ni s'élever dans sa position, ni changer de profession, ni se marier sans le bon plaisir du maître. Une grande partie de son temps doit être consacrée au service de celui-ci. Plusieurs années de sa jeunesse doivent s'écouler dans la domesticité du manoir. La corvée seigneuriale existe dans toute sa force et peut s'étendre dans certains pays jusqu'à 3 jours par semaine. C'est le paysan qui rebâtit et entretient les bâtiments du seigneur, mène ses denrées au marché, le conduit lui-même et est chargé de porter ses messages. Le serf peut cependant devenir propriétaire foncier, mais sa propriété reste toujours très imparfaite. Il est obligé de cultiver son champ d'une certaine manière, sous l'œil du seigneur. Il ne peut ni l'aliéner, ni l'hypothéquer à sa volonté. Dans certains cas, on le force d'en vendre les produits. Dans d'autres, on l'empêche de les vendre. Pour lui, la culture est toujours obligatoire. Sa succession même ne passe pas tout entière à ses enfants. Une partie en est d'ordinaire retenue par la seigneurie. Je ne recherche pas ces dispositions dans des lois surannées. Je les rencontre jusque dans le code préparé par le grand Frédéric et promulgué par son successeur au moment même où la Révolution française vient d'éclater. Rien de semblable n'existait plus en France depuis longtemps. Le paysan allait, venait, achetait, vendait, traitait, travaillait à sa guise. Les derniers vestiges du servage ne se faisaient plus voir que dans une ou deux provinces de l'Est, provinces conquises. Partout ailleurs, il avait entièrement disparu. Et même son abolition remontait à une époque si éloignée que la date en était oubliée. Des recherches savantes, faites de nos jours, ont prouvé que dès le XIIIe siècle, on ne le rencontre plus en Normandie. Mais il s'était fait dans la condition du peuple, en France, une bien autre révolution encore. Le paysan n'avait pas seulement cessé d'être serf, il était devenu propriétaire foncier. Ce fait est encore aujourd'hui si mal établi, et il a eu, comme on le verra, tant de conséquences, qu'on me permettra de m'arrêter un moment, ici, pour le considérer. On a cru longtemps que la division de la propriété foncière datait de la Révolution, et n'avait été produite que par elle. Le contraire est prouvé par toutes sortes de témoignages. 20 ans au moins avant cette révolution, on rencontre des sociétés d'agriculture qui déplorent déjà que le sol se morcelle outre mesure. La division des héritages, dit Turgot, vers le même temps, est telle que celui qui suffisait pour une seule famille se partage entre 5 ou 6 enfants. Ces enfants et leurs familles ne peuvent plus dès lors subsister uniquement de la terre.
Necker, avait dit quelques années plus tard qu'il y avait en France une immensité de petites propriétés rurales. Je trouve dans un rapport secret fait à un intendant peu d'années avant la Révolution, les successions se subdivisent d'une manière égale et inquiétante, et chacun voulant avoir de tout et partout, les pièces de terre se trouvent divisées à l'infini et se subdivisent sans cesse. Ne croirait-on pas que ceci est écrit de nos jours? J'ai pris moi-même des peines infinies pour reconstruire en quelque sorte le cadastre de l'Ancien Régime, et j'y suis quelquefois parvenu. D'après la loi de 1790, qui a établi l'impôt foncier, chaque paroisse a dû dresser un état des propriétés alors existantes sur son territoire. Ces états ont disparu pour la plupart, mais moins je les ai retrouvés dans un certain nombre de villages et en les comparant avec les rôles de nos jours. J'ai vu que dans ces villages, le nombre des propriétaires fonciers s'élevait à la moitié, souvent aux 2 tiers du nombre actuel. Ce qui paraîtra bien remarquable si l'on pense que la population totale de la France s'est accrue de plus d'un quart depuis ce temps. Déjà, comme de nos jours, l'amour du paysan pour la propriété foncière est extrême, et toutes les passions qui naissent chez lui de la possession du sol sont allumées. Les terres se vendent toujours au-delà de leur valeur, dit un excellent observateur contemporain, ce qui tient à la passion qu'ont tous les habitants pour devenir propriétaires. Toutes les épargnes des basses classes, qui ailleurs sont placées sur des particuliers et dans les fonds publics, sont destinées en France à l'achat des terres. Parmi toutes les choses nouvelles qu'Arthur Young aperçoit chez nous, quand il nous visite pour la première fois, il n'y en a aucune qui le frappe davantage que la grande division du sol parmi les paysans. Il affirme que la moitié du sol de la France leur appartient en propre. Je n'avais nulle idée, dit-il souvent, d'un pareil état de choses. Et en effet, un pareil état de choses ne se trouvait alors nulle part ailleurs qu'en France, ou dans son voisinage le plus proche. En Angleterre, il y avait eu des paysans propriétaires, mais on en rencontrait déjà beaucoup moins. En Allemagne, on avait vu de tout temps et partout un certain nombre de paysans libres et qui possédaient en toute propriété des portions du sol. Les lois particulières et souvent bizarres qui régissaient la propriété du paysan se retrouvent dans les plus vieilles coutumes germaniques. Mais cette sorte de propriété a toujours été un fait exceptionnel, et le nombre de ces petits propriétaires fonciers fort petit. Les contrées de l'Allemagne, où à la fin du XVIIIe siècle le paysan était propriétaire, et à peu près aussi libre qu'en France, sont situées la plupart le long du Rhin. C'est aussi là que les passions révolutionnaires de la France se sont le plus tôt répandues et ont été toujours les plus vives.